Anne Sinclair, bonsoir. Bonsoir. Votre parcours personnel se mêle à l'actualité que vous avez suivie comme journaliste et puis l'histoire de votre famille et l'histoire du siècle dernier, vous et les événements. Il y a ce mot fameux de Hegel qui dit le journal prière du matin, c'est toujours votre cas, Oui, c'est mon cas, on ne se guérit pas de ça. hein. On est journaliste toute sa vie. Je crois, oui. Et ouais, c'est dur de décrocher. Vous devez Avec, savoir ça? avec la même curiosité, Oui, oui, oui. Quelquefois, on se lasse un peu quand même hein. à la longue. Mais non, non, la curiosité revient vite. Quand on vous lit, il y a des horreurs passées, il y a des désabusements présents. On n'est jamais désabusé, Ça dépend sur quoi, ça dépend de hein. quoi. Je Les trahisons, ne les... peux pas vous dire que la politique américaine en ce moment m'enchante. Hum. Donc oui, on est désabusé d'un certain nombre de choses. Je ne peux pas vous dire que la politique française m'enchante. Elle est aussi assez, mon Dieu, comment on pourrait dire, décevante. 21 rue La Boétie, c'est le livre où vous racontez l'histoire de votre grand-père Paul, exilé à cause des nazis, spolié. Il y a beaucoup de trahison autour de lui, hein. Il y a cette France qui a trahi la France de l'occupation. Ça rend méfiant quand on revoit cette histoire-là. Oui, il y a d'abord le parcours d'un homme extraordinaire. C'est ça que j'ai voulu faire. Hum. La guerre est venue bouleverser un parcours, mais il y a d'abord 30 ans, 40 ans de vie complètement dévouée à l'art moderne. Mon grand-père, Paul Rosenberg, a été un des marchands, des grands marchands de la lignée des prédécesseurs qui étaient Ambroise Vollard ou Durand-Ruel. Et il a donc permis l'éclosion d'un certain nombre de grands artistes modernes dans lesquels il a cru et qui ont cru en lui. Ami de Matisse, ami de Picasso, la galerie des noms est extraordinaire. Oui, Matisse, Picasso, Braque, Ouais. Léger, Marie Laurencin étaient ses peintres fétiches et étaient ses amis. Picasso, mon grand-père l'avait installé à côté de chez lui. Au 21 rue La Boétie était la galerie de mon grand-père et Picasso était au 23. Donc c'était une amitié, c'était pas que des relations professionnelles. Un marchand à l'époque, un galeriste, c'était à la fois un promoteur, c'était un agent, c'était quelqu'un qui mettait en valeur les artistes qu'il admirait et qu'il aimait. C'est ce qu'a fait Durand-Ruel avec les impressionnistes et c'est ce qu'a fait mon grand-père avec l'art moderne. Et il y a vous, avec eux, alors il y a des portraits, il y a des tableaux extraordinaires, il y a celui que peint Marie Laurencin, je crois que vous avez 4 ans. Marie Laurencin fait partie de ces grands artistes qui sont dans la galaxie de votre grand-père. Alors vous lui dites tout de suite, attention, hein, j'ai des yeux bleus. Oui, ma mère m'avait traînée, j'avais 4 ans, chez une dame tout en noir qui ne me disait rien derrière son chevalet. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais l'histoire a voulu, enfin on me l'a raconté après, je ne vais pas vous dire que j'en ai un souvenir exact, mais je lui aurais dit, attention, j'ai les yeux bleus, et je ne savais pas que je tombais bien parce que Marie Laurencin est connue pour faire des yeux en amande noirs sur tous ses portraits. Et elle m'a dit, t'en fais pas. Et elle m'a Et du coup, elle a gratifié forcé de sur les yeux 2 bleus. boutons bleus vifs. Voilà. Ouais. Non, ça c'est une jolie histoire, c'est un souvenir de famille. Il y a dans votre livre, 21 rue La Boétie, dont vous parlez ici à Genève, invitation de la Société de lecture, il y a aussi des photos extraordinaires. Vous êtes à côté de Picasso. La photo en dit beaucoup sur vous, hein, parce que vous n'avez pas l'air du tout intimidé. C'est un monstre Picasso, un monstre du XXe siècle. Oui, mais la photo qui est dans mon livre, c'est la seule chose que j'ai de Picasso, c'est une photo, Ouais. c'est déjà pas mal, mais Ouais. bon. Et donc j'ai 18 ans et je l'ai connue petite fille, puisque mon grand-père, puis ensuite mes parents m'amenaient chez lui dans sa maison de Mougins, à Notre-Dame-de-Vie. Et donc pour moi, c'était, si à 18 ans je savais qui était Picasso, mais quand on m'a amené à 6 ans, 7 ans, je peux vous dire que je ne savais pas trop qui il était. C'était Vous un dites monsieur. même, avec une certaine franchise, à cette époque-là, certaines de ses œuvres, vous les trouvez un petit peu faciles ou un peu... Ah non, facile, sûrement pas. Ouais. Il y a un Oui, moment enfin, donné où d'ailleurs il avait dit à ma mère, je devais avoir 12 ou 13 ans, elle lui dit je vois ta fille, là, je lui vois des yeux partout. Je me suis mise ça à vous fait peur. hurler, je suis partie dans le jardin, absolument affolée, en m'imaginant un portrait à la Dora Maar complètement voilà, tordu et trituré. Donc franchement, j'ai pas eu vraiment le réflexe qu'il aurait fallu. Mais c'est vrai que chez Picasso, c'était
C'était un endroit incroyable où il y avait des taches de peinture sur le sol, où il n'y avait pas de tête de lit. La tête de lit, c'était une toile renversée contre le mur. Enfin, c'était une maison étonnante. Et lui avait, et sur la photo on le voit, il avait ce regard ultra connu, un regard extrêmement perçant, extrêmement aiguisé, extrêmement intelligent. Voilà, c'était un personnage dont évidemment on se souvient toute sa vie. Retourner au monde de l'art, ça vous a fait du bien toute votre vie, c'est frappant. Il y a certaines scènes où vous allez au musée Picasso ou bien vous allez au MoMA, un sentiment vraiment que vous passez du temps là à regarder ces œuvres, celles qui sont liées à votre grand-père et d'autres. J'ai toujours été dans les musées, ça c'est la famille, une éducation un peu. Mon grand-père m'avait appris à visiter une exposition, m'avait appris à regarder. J'avais 11 ans quand il est mort, donc il m'avait fait traverser des salles en me disant faut pas se gâcher les yeux, il faut aller directement à la toile qu'on veut regarder et puis éventuellement revenir et se focaliser sur une ou deux toiles et pas disperser son regard. Donc ça j'ai appris, je l'apprends aussi à mes enfants. Transmission. Mais donc j'ai toujours aimé ça. Seulement, c'était pas ma vie. Voilà, j'adore l'opéra, mais l'opéra n'est pas ma vie non plus. Donc j'ai des goûts et j'ai eu une vie professionnelle que j'ai voulu tout à fait en dehors de ça. Et donc j'ai voulu être journaliste voilà, le parcours est connu. Il y a des modèles de femmes hein, dans votre livre, des modèles de femmes. Alors certaines s'engagent à un moment donné pour la France libre. En tout cas pour France Forever, un mouvement qui était aux États-Unis. Oui. Mais ce sont plutôt des parenthèses, ce sont des femmes plutôt bourgeoises qui ont une vie bourgeoise de femmes traditionnelles de l'époque. Il y a ces scènes où elles vont demander de l'argent à votre grand-père, elle va lui demander de l'argent du lendemain. Oui, c'était ma grand-mère. Ma grand-mère n'a jamais travaillé. Ma grand-mère s'est mariée en 1914 et à l'époque, les femmes ne travaillaient pas, c'était pas très courant. Et donc, oui, ma grand-mère était une femme de son temps et qui, en effet, avait besoin pour aller faire ses courses de demander de l'argent à mon grand-père. Et je trouvais ça étonnant. Et je me disais, il faut pas faire ça. Il faut travailler. Là, vous dites ça. Oui. Ouais. Avec le recul, on sent pourtant une tendresse. Vous regardez dans notre œil ces femmes-là. Oui, enfin, c'est toute ma famille. Et donc, en fait, c'est venu, pour tout dire, et je le dis dans le prologue de ce livre, c'est venu d'un incident administratif français malheureux où on m'a demandé des papiers et des preuves de ma francité qu'on n'aurait jamais dû me demander parce que j'avais tous les papiers qui convenaient. Et donc, je me suis dit qu'il y a une époque aussi où, en effet, on a discuté de la nationalité de ma famille. Alors, ça n'avait rien à voir, mais ça, comme on dit en anglais, ring a bell. Ça a fait sonner quelque chose dans ma tête. Et je me suis dit, c'était peut-être aussi la soixantaine venue, on se repenche un peu dans les vieux cartons, les vieux papiers, la famille, et j'ai eu envie de plonger dans cette histoire qui est à la fois une histoire de l'art et qui a croisé la grande histoire. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a essayé de faire dans une exposition qui a lieu à Liège en ce moment et qui viendra à Paris et qui s'appelle 21 rue La Boétie et dans un grand musée de Liège, le musée de la Bovary, avec un parcours assez exceptionnel où à la fois il y a l'histoire de l'art moderne et comment elle s'inscrit dans une histoire beaucoup plus globale de l'art et en même temps le choc de la grande histoire, puisque mon grand-père était évidemment très engagé contre la politique culturelle, si j'ose dire, des nazis et de l'art dégénéré. Le lieu, c'est un concentré d'histoire. Hein. Ce 21 rue de la Boétie, c'est la galerie de votre père, donc une sorte de temple de l'art de votre grand-père, et ça devient un centre de propagande nazie. Oui, c'est l'ironie ultime et macabre de l'histoire, c'est que cette galerie a été dévalisée, bien sûr, pillée par l'occupant, mais qui a en plus installé un centre de propagande qui dépendait directement de la Gestapo et qui s'appelait l'Institut d'études des questions juives. Et c'est dans ce local où il y avait des tableaux magnifiques que mon grand-père a vu passer entre ses mains que se sont retrouvés à la fois des portraits du maréchal Pétain et des affiches absolument hideuses de propagande antisémite. C'est dans ce local-là qu'a été organisée une exposition honteuse qui s'appelait Le Juif et la France, qui était faite pour comment distinguer un Juif d'un Français. Est-ce que revisiter toute cette histoire vous a rendu plus méfiante? Vous faites des portraits très inquiétants quand même d'artistes, je vois Vlaminck, Derain, qui sont passés du mauvais côté, qui sont allés en Allemagne, qui sont très mal comportés pendant la guerre. Vous avez vu Mitterrand
vous étiez pour Mitterrand, et c'est le même homme qui était ami de Bousquet. Tout ça vous a rendu plus méfiante? Méfiante, je dirais pas, non. Vigilante, Hein. intéressée par l'histoire et les chocs de l'histoire. Mmh. Ces peintres ont été des peintres qui se sont perdus dans la collaboration, et comme des comédiens se sont perdus dans la collaboration, comme un certain nombre d'auteurs s'y sont aussi égarés. Je pense à Félicien Marceau, à Sacha Guitry et quelques autres. Et Céline, ô combien, Céline qui se plaint l'Institut des questions juives, qui est donc au 21 rue La Boétie, que son livre le plus abject, qui Ne soit s'appelle pas en vente. Bagatelle Ouais. pour un massacre, ne soit pas assez mis en valeur. Et donc le responsable de l'Institut dit qu'il va évidemment faire tout son possible et tout son effort pour le faire. Donc il y a dans toutes les époques des gens qui se compromettent, qui se conduisent mal. Mitterrand, c'est un autre sujet, c'est complètement autre chose. C'est un itinéraire très complexe d'un homme politique qui est passé d'un côté de l'échiquier politique à un Alors, qui autre, a tout couvert, hein. avec disons, un certain flou au moment de Vichy. Vous avez de la compréhension pour ça? Vous comprenez ce genre de parcours compliqué? J'observe, je porte un jugement personnel, oui, Hein. je l'ai dit assez souvent, donc je ne comprends pas toujours, non. Il y a une très belle lettre de votre grand-père que vous rapportez, sa lettre à Matisse, hein, où il dit en gros, tu demandes trop de la vie, d'être un peu désabusé, et en même temps, une très très belle lettre de philosophe. Oui, il y a plusieurs lettres à Matisse qui sont très belles, et il y a notamment une, oui, il y a celle que vous dites, et puis il y en a une, je ne crois pas que ce soit dans la même d'ailleurs, j'oublie un peu, où il dit, vous au moins, vous avez l'art, vous avez la création, vous pouvez créer de l'art. Moi, je ne suis qu'un passeur. Et il n'a jamais prétendu être un artiste, il ne l'était pas d'ailleurs, mais il y a une frustration et une admiration folle devant celui qui sait créer une œuvre d'art. Et c'est, je crois, cette ouverture, cette générosité, cette admiration qu'il avait pour les artistes qui a fait que les artistes lui ont fait confiance. Dans les parcours de femmes, vous avez beaucoup compté, hein, on citait votre grand-mère, vous avez été peut-être une des premières journalistes à jouer à 100% sur la compétence tout en gardant le charme. Ça a compté pour beaucoup de jeunes femmes en France. Oh, c'est pas à moi de le dire. Mais moi, je vous le dis. J'en croise, oui, quelques-unes, ça me vieillit beaucoup, qui me disent « Ah, mais je vous regardais avant de prendre mon bain le dimanche soir, à 7 sur 7 ». Oui, c'est une émission qui a compté, parce qu'elle 14 ans, hein. Oui, 13 très exactement, tous les dimanches, vous savez ce que c'est, tous les dimanches à 19h, et c'était un rendez-vous politique, mais pas que politique, il y avait aussi de la vie culturelle, et il y avait des personnalités étrangères. On parlait de l'Amérique il y a un instant, j'étais allée faire l'interview de Bill Clinton et de Hillary, de Helmut Kohl, de Gorbatchev, de Sharon Stone, de Woody Allen, enfin d'un certain nombre de gens. La tenue qui existait dans ce genre d'émission, beaucoup ont l'impression qu'elle s'est perdue. Est-ce qu'objectivement, c'est pas un peu vrai? Je ne sais pas si c'est la tenue, mais en tout cas, je crois, comment dirais-je, à un produit chimiquement pur. Quand on fait une émission politique, je pense qu'il n'y a rien de tel qu'un dialogue, comme on a là, les yeux dans les yeux. C'était une recette extrêmement simple, que j'avais même pas inventée moi-même, où un homme public ou une femme publique était confronté aux images de l'actualité et la commentait. Vous savez, je crois qu'en télévision, il n'y a pas de... la mécanique qu'on veut toujours mettre dans toutes les émissions, avec des Trop de chroniqueurs, trop de trucs. avec des gimmicks partout et des génériques qui coupent l'émission. C'est inutile. Après tout, une des plus belles émissions de la télévision française, c'est un monsieur qui a dit un jour « Je vais mettre 4 personnes autour d'une table basse le vendredi soir pour me parler de leur livre », et il s'appelait Bernard Pivot. Aujourd'hui, le laisser-aller, ça vous choque parfois? Dans la tenue, dans la parole aussi, y compris des politiciens. Alors, Trump aux États-Unis, c'est un exemple extrême, mais chez nous aussi. Oh oui, chez nous, on fait... Chez nous, chez vous, je sais moins, mais chez nous, je sais. Oui, ça devient... oui, c'est pas tellement le laisser-aller, parce que le laisser-aller, ce serait un laisser-aller langagier, qui n'est pas très grave, mais c'est un laisser-aller plus intellectuel et une perte de substance du débat. L'accès à la vie privée, les lettres d'Anne Pinjot, par exemple, les lettres de Mitterrand à Anne Pinjot,
Ça vous heurte que ce soit publié, ce genre de choses? Ah, ça ne me heurte pas du tout dans la mesure où c'est Anne Pinjot qui les Voilà. publie. Ça me heurterait si elles avaient été dérobées, mais je trouve que c'est des lettres admirables et que ça donne un autre visage, une autre facette. Je n'ai pas encore lu le livre, j'en ai lu que les extraits qui ont été publiés dans la presse, mais c'est très émouvant ça. C'est un homme, un grand homme, qu'on l'ait aimé ou pas, qu'on l'apprécie ou pas, qui a une dimension romantique. Je trouve ça magnifique. Là aussi, sans être passéiste, c'est une qualité d'écriture, hein, Mitterrand, qui s'est... Ouais, ça, c'est l'époque qui voulait, on écrivait. Aujourd'hui, on fait un texto avec des smileys. Cela dit, ceux qui veulent écrire, écrivent toujours. Moi, j'aime beaucoup écrire. Pas forcément des lettres, mais enfin, j'aime écrire des livres. Ça a beaucoup compté dans votre parcours Mitterrand. Vous avez été militante à une certaine époque. Ah non, de non, Mitterrand. jamais. Non, non, j'ai jamais Vous été aviez pris militante. parti, vous aviez été dans une vidéo pour lui, c'est ça? Oui, j'ai fait une erreur de jeunesse. C'est une erreur, ça? Oui, oui, bien sûr. J'étais journaliste et je n'avais pas à entrer par effraction dans la campagne d'un candidat. Or, c'était en 1980, j'étais totalement inconnue, je commençais à travailler, il m'a demandé de lui poser des questions, je trouvais ça plutôt rigolo, mais c'est certainement quelque chose que je n'ai jamais recommencé, que je ne recommencerai jamais. C'est complètement contraire à la déontologie du journaliste, qui peut penser ce qu'il veut, qui est un citoyen dont on peut connaître les opinions, et j'ai jamais caché les miennes, notamment face à l'extrême droite, mais qui n'a pas à jouer le jeu d'un candidat. Ensuite, il y a eu cette carrière extraordinaire. Un abandon volontaire, c'est très rare quand même, hein, les gens qui ont ce type d'exposition et qui abandonnent un jour volontairement. Vous n'avez jamais eu de regret de ça? Absolument jamais. Et je pense que c'est très sain. Finalement, j'ai été obligée de prendre une décision en 3 jours. Et je trouve que... Comment ouais, c'est je me suis possible, pardon, et tellement de gens, même si on a très peu de narcissisme chez chacun quand même, être à ce point-là, vous êtes une très très grande vedette, abandonner ça volontairement et ne pas avoir de regrets, comment c'est possible? Parce que je considérais que c'était un job comme un autre, si j'ose dire, que je pensais avoir fait un peu le tour. Pour tout dire, vous savez, interviewer des politiques pendant 13 ans tous les dimanches soirs, à un moment donné, ça lasse. On a envie plutôt de faire autre chose, d'écrire sur eux. Et j'ai toujours pensé que la vie était mouvement. Donc j'ai aimé faire autre chose. J'ai monté la filiale Internet de TF1. J'ai monté récemment le Huffington Post en France. Est-ce que votre très belle éducation vous a servi, le fait d'avoir fréquenté Picasso, Matisse, des grands peintres, une Je pense que culture, ça m'a enrichi, ou oui. est-ce que ça vous a servi à voir la télévision, à relativiser ce qu'était la télévision? Je ne crois pas, non. Ouais. Je pense que ce qui m'a aidé, c'est peut-être les études que j'ai faites. J'ai fait du droit et des sciences politiques, donc ça m'a un peu formée à cette matière que j'aimais, qui était la vie publique. J'ai eu des grandes admirations dans ce domaine, comme celle pour Pierre Mendès France, qui était, à mon sens, comme l'a été Michel Rocard par la suite, une sorte de modèle ou d'anti-modèle d'homme politique, parce qu'après tout, l'homme politique gagne, et ces deux-là n'ont pas beaucoup gagné d'élections. C'est toujours des gens de très grande exigence morale. Hein, Oui, parce que j'ai la faiblesse de croire que la vie publique, contrairement à tout ce qui se dit en ce moment et tout ce qu'on veut faire croire, qu'il ne serait qu'abandon des principes et que enrichissement personnel, c'est tout sauf ça. Quand on connaît, moi j'étais dans le 93, en Seine-Saint-Denis l'autre jour, et je voyais ces maires qui se donnent à fond pour essayer de faire de leur banlieue complètement défavorisée des lieux de vie et de convivialité qui n'ont pas un sou, dont les immeubles s'effondrent et qui essayent, à 12 km de Paris ou même jouxtant Paris, d'essayer de faire une sorte de société pour le meilleur. Pour moi, la vie publique, c'est ça. C'est essayer d'avoir une vision du monde, une explication du monde, et à son petit niveau ou à son grand niveau, essayer de faire que le monde soit meilleur. Est-ce que je c'est suis pas une trop idéaliste d'exigence? C'est pas absolue. trop d'exigence tout ça? Ben, ça existe. Vous vous rappelez le mot de Herriot qui dit, qui dit la politique c'est comme l'andouillette, ça doit sentir un peu la mer de ce côté. Il faut toujours rester en contact avec la terre, ne pas être. Vous n'avez pas été trop idéaliste? Peut-être, mais comme je ne fais pas de politique, ou ça ne me manque pas de ne pas être réaliste comme à la façon dont vous le pensez. Non, je n'ai jamais tâté l'andouillette moi-même. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré être observatrice et sûrement pas actrice. Ça vous a jamais tenté? Ah non, jamais. On vous a proposé un poste de ministre de la Culture, c'est vrai? C'est vrai.
C'était François Hollande? Oui. Et pourquoi vous avez dit non? Parce que c'est pas ma vocation, parce que je suis justement une observatrice, c'est probablement pas une actrice de la vie publique. Françoise Giroud avait accepté Eh pour ben, Giscard. très bien. Parfait, mais je Ah. pense qu'elle est restée Françoise Giroud parce qu'elle a écrit et par son action dans le journalisme et dans la presse et dans l'écriture, plus peut-être que par son engagement politique. Mais chacun fait comme il veut. Je ne prétends jamais donner de leçons. Je fais moi, voilà. Vous savez très bien ce que vous voulez. Hein. Je sais très bien ce que je veux pas. C'est les dégoûts très sûrs. C'est ça. Ah. Non, mais c'est très frappant. Vous savez, vous avez abandonné volontairement, vous avez su dire oui ou non tout de suite. Oui, mais vous savez, il y a des gens qui ont des plans de carrière, j'en ai jamais eu. Je crois qu'il y a des embranchements qu'on saisit ou qu'on ne saisit pas. Moi, j'aime bien avancer et faire des choses nouvelles. Et sinon, se répéter éternellement et se regarder dans le miroir qu'on vous tend, c'est pas mon truc. Chez les politiques français aujourd'hui, qui surnage? Grande question. Et la réponse? La réponse est difficile. Vous voyez que vous seriez très bonne politicienne. Non, parce que ça, ce serait une C'est langue de trop bois vague. absolument insupportable. Et si j'étais une politicienne, je serais dans un camp et je dirais que mon champion est le patron de mon camp. Donc, comme je ne le dis pas... On vous a entendu assez indulgente pour un Juppé, par exemple, des gens raisonnables, disons, le parti de la raison, à droite ou à gauche. Oui, écoutez, j'ai toujours pensé que Juppé était un homme d'État. Je pense qu'il n'y a aucun doute à cela, qu'il a en effet de l'envergure. Toutes ces idées d'Alain Juppé ne sont pas les miennes, mais je pense qu'il a une stature d'homme d'État, c'est certain, tout le monde ne peut pas en dire autant. C'est qui tout le monde? Des compétiteurs d'Alain Juppé. Quand on vous lit 21 rue La Boétie, je disais, il y a cette façon de tirer vers le haut. Vous citiez Madame Clinton là-dessus, hein, cette façon toujours de tirer vers le haut. Ça, c'était une constante de votre vie? Hillary citait dans le débat qu'il a opposé à Trump, le deuxième débat qui était d'une qualité... Discutable. Discutable, oui. Et pas de la faute d'Hillary. Elle a cité ce très beau mot de Michelle Obama que Michelle Obama avait dit à la Convention démocrate. Elle avait dit « When they go low, we go high ». Quand tout s'abaisse, nous, on monte d'un cran. Et c'est une bonne maxime. C'est de l'allure, en tout cas. Merci Anne Sinclair. Merci à vous. Pardonnez-moi avec le Matin Dimanche.